Plus qu'un métier. Bonjour à tous et bienvenue dans le premier podcast Plus qu'un métier. Podcast qui part à la rencontre des acteurs du département des Yvelines. Saviez-vous que les Yvelines, ce sont 116 collèges publics qui accueillent chaque jour 65 000 collégiens et 50 000 demi-pensionnaires. Aujourd'hui, je rencontre Émile Blaison, directeur de l'éducation et de la jeunesse, dont l'ambition est de servir l'éducation au sens large. Il nous parlera de la satisfaction de contribuer à la formation des jeunes Yvelinois, de leur offrir les conditions d'apprentissage optimales et les meilleurs outils possibles, afin qu'ils mettent toutes les chances de leur côté pour leur avenir. Plus qu'un métier. Bonjour, je suis Émile Blaison, je suis le directeur de l'éducation pour le département des Yvelines et des Hauts-de-Seine. C'est un peu une spécificité parce qu'on n'est que 3 à occuper ce type de poste-là au département, dans les 2 départements. Je suis arrivé au département des Yvelines il y a 5 ans et donc j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont permis d'évoluer un petit peu dans mon job et aujourd'hui donc, je suis en charge en fait, de gérer l'ensemble des collèges des 2 départements et notamment des collèges du département des Yvelines. Les 116 collèges des Yvelines, il a fallu les construire et ensuite il faut aussi les entretenir. Peux-tu nous expliquer comment tout cela s'organise ? Alors la stratégie du département en matière de construction pour les collèges, c'est une stratégie qui repose sur 3 axes en fait, qui sont assez simples en réalité. Le premier axe, c'est investir massivement pour les quartiers les plus défavorisés du département. C'est une façon de rétablir l'égalité des chances aussi et d'offrir les meilleures conditions d'apprentissage pour les enfants de ces quartiers-là. Le deuxième axe, là aussi il est assez logique, au fond on a des collèges qui sont parfois vieux, qui sont plus tout à fait adaptés aux méthodes d'enseignement actuelles. Et notre objectif à travers les investissements, c'est aussi de les remettre à niveau d'une certaine façon et d'intégrer ces nouvelles façons d'enseigner. Et puis le troisième axe, c'est un axe qui concerne le développement durable, parce que c'est un enjeu très actuel évidemment, on est tous concernés par ça. Et l'idée à travers nos investissements, c'est de réduire notre consommation d'énergie dans les collèges et par conséquent de réduire nos émissions de CO2. Pour te donner quelques exemples un petit peu concrets, le département a annoncé un grand plan d'investissement. Donc on va reconstruire 15 collèges sur les 5 prochaines années. Et ça représente un investissement de 500 millions d'euros pour le département. Donc on a dans ces investissements-là des collèges qui sont en QPV, par exemple à Sartrouville, à Trappes, au Mureaux. On va avoir des opérations vraiment dédiées sur ces quartiers-là. On a aussi des opérations qui sont plutôt dans des collèges ruraux, parce que c'est aussi un axe de notre politique. On a un département qui est assez mixte du point de vue géographique, donc c'est assez important d'avoir un équilibre aussi là-dedans. Et puis pour te donner un exemple un peu concret de ce que ça peut représenter une économie d'énergie quand on reconstruit un collège, nous on a un objectif de réduire de 40% dès 2026 notre consommation d'énergie dans les collèges qui seront reconstruits. Ce qui est important quand on reconstruit un collège, c'est aussi de prendre l'avis des futurs usagers. En gros, nos usagers, c'est les collégiens. Donc on cherche à leur demander leur avis au fond sur la façon dont il faut qu'on construise le collège. Et on a un projet qui s'appelle Imagine ton collège, qui est en fait un projet dans lequel on demande aux collégiens d'imaginer ce que c'est leur collège idéal. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'au fond, si tu veux, les collégiens, ils sont à peu près 10 fois plus inventifs que nous. Nous, on est vachement rigide dans notre approche. Eux, ils imaginent plein de choses et en fait, on s'inspire de leurs propositions pour construire nos nouveaux collèges et intégrer les propositions qu'ils font dans le projet architectural d'un nouveau collège. Donc c'est assez intéressant parce qu'au fond, on demande à l'usager de nous dire ce qu'il veut, et c'est assez rare en réalité, surtout sur ce genre de projet, donc c'est vraiment quelque chose qu'on cherche à intégrer dans notre réflexion. D'accord, mais une fois que le collège est construit, peux-tu nous expliquer de quelle manière sont affectés les collégiens ? Un de nos rôles, c'est de travailler sur la sectorisation, c'est une autre façon de dire travailler sur la carte scolaire en réalité. Et donc la façon dont les collégiens, les enfants sont affectés à un collège, ça repose en fait sur principalement 2 ou 3 principes assez généraux. Le premier, c'est qu'il faut qu'il y ait de la place dans le collège, évidemment. Mais surtout, ce qu'on essaye de prendre en compte au maximum, c'est le temps de trajet. Et puis d'intégrer de la mixité sociale en fait, dans les établissements. Et la carte scolaire, c'est un outil pour faire ça. Je pense que ce qui est intéressant de cette question-là, c'est qu'on essaye de prendre le collégien dans son ensemble. En fait, on a parfois une approche très segmentée, si tu veux, du collégien. Alors, il y a le collégien avant le collège, il y a le collégien pendant le collège, il y a le collégien après le collège. Là, on essaie d'avoir une approche un peu globale. Et je te dis ça parce qu'au fond, tu peux considérer, par exemple, que tu as un collégien qui a des mauvais résultats scolaires parce qu'il passe 1 heure de trajet le matin et 1 heure de trajet le soir. Et typiquement, ça, c'est un sujet qu'on essaye de traiter
à travers la sectorisation, à travers la case scolaire, pour donner un maximum de confort en fait, aux collégiens. Est-ce que tu peux nous éclairer sur l'action du département en faveur de l'éducation de ces jeunes au quotidien ? Un des axes majeurs de la politique du département en matière d'éducation, c'est le numérique éducatif. Ça a été vraiment le cheval de bataille sur les 5 ou 6 dernières années. D'abord, on a remis à niveau tous nos établissements, notamment en les reliant au très haut débit. Si tu veux un peu, c'est le préalable, c'est le socle. Et après, on a vraiment essayé de construire une réflexion où le numérique éducatif, le numérique, c'est un outil pour la réussite des élèves. Cette réflexion, elle s'est traduite notamment par l'équipement individuel de tous les collégiens dans 18 collèges. Donc ils ont tous été équipés de tablettes. Et au fond, on a essayé de regarder si cet équipement-là, il avait une influence, il avait un impact sur les résultats scolaires, sur la façon dont la scolarité se passait pour ces élèves-là. Et c'est une expérimentation qui a été très positive, donc on réfléchit un petit peu à la suite aujourd'hui. Et si tu veux, pour te donner des exemples un peu concrets là-dessus, ce que ça permet le numérique éducatif, ce que ça permet les tablettes individuelles, c'est d'avoir une approche qui est assez personnalisée en fait, par collégien. Ça permet de faire ce qu'on appelle la différenciation, c'est-à-dire que chaque collégien avance à son rythme dans le suivi de la leçon, par exemple. C'est aussi une façon de promouvoir l'autonomie. Donc si tu veux, tout ça, c'est des éléments où au fond, on voit que le numérique, c'est un levier, c'est pas forcément un objectif en soi, on ne donne pas un ordi ou une tablette juste pour donner un ordi ou une tablette, c'est un outil au service de la réussite des élèves. Notre politique en matière de numérique éducatif, on l'a construite et on la met en œuvre avec un opérateur qui s'appelle Seine-et-Yvelines Numérique, qui est en fait un démembrement du département, si tu veux, qui a une expertise très forte en matière de numérique éducatif, qui travaille pour le département et pour les communes du département. Et en fait, c'est l'acteur qui nous a permis de mettre en œuvre concrètement et l'équipement et le raccordement au très haut débit. C'est eux qui ont mis en place un outil qui s'appelle l'environnement numérique de travail, l'ENT, qui est en fait une espèce de plateforme un peu générale où tous les acteurs de la communauté éducative peuvent se connecter et ils ont accès à plein d'informations, à plein d'outils, à plein de services numériques et éducatifs. Et typiquement, c'est sur notre environnement numérique de travail, notre ONT, qu'on a poussé une solution d'aide aux devoirs que chaque collégien peut utiliser s'il en a envie, s'il n'en a pas envie. Donc c'est un petit peu notre hub, si tu veux, numérique pour les profs, les familles et les collégiens. On a un deuxième objectif qui est un peu sous-jacent ou complémentaire, c'est qu'aujourd'hui, dans notre société, le numérique, c'est partout, au fond. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, on a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise avec les outils numériques, ou en tout cas qui ne les exploitent pas ou qui ne les utilisent pas de façon raisonnée ou vraiment à fond. Donc on cherche aussi à travers cette politique-là à renforcer, en fait, à travailler sur ces aspects-là et à lutter d'une certaine façon contre une forme de fracture numérique ou d'électronisme, pour utiliser un néologisme. Mais voilà, on essaye aussi de promouvoir en fait, des usages raisonnés du numérique, à la fois pour nos collégiens, mais aussi par leur biais pour leurs familles, pour l'ensemble des acteurs de la communauté éducative. Alors, sur le numérique éducatif, comme sur beaucoup d'autres compétences, on travaille main dans la main avec l'Éducation nationale. Donc, on a ces deux organisations qui sont différentes, le département et l'Éducation nationale. Et le département, à travers Seine-et-Yvelines Numérique, on est vraiment en charge de toute la partie matérielle, en fait. Donc, nous, on met le très haut débit, on donne des outils, on met des logiciels en place. Mais l'utilisation au quotidien, elle se fait par les profs, elle se fait par les chefs d'établissement. Et donc, c'est nécessaire, si tu veux, pour que ça marche, qu'on soit en phase avec l'éducation nationale, notamment, par exemple, sur la question de la formation des professeurs. C'est l'éducation nationale qui forme ses professeurs. Et il faut qu'ils les forment, au fond, aux outils que nous, on va déployer. Donc, il y a vraiment un dialogue constant. Et ça fait partie vraiment des intérêts, à mon avis, de l'éducation dans un département. C'est que ce n'est pas une politique qu'on mène tout seul dans notre coin. C'est vraiment une politique qui a l'interface de plein d'acteurs. Et donc, on est toujours obligé d'être dans ce dialogue-là. C'est parfois une contrainte, parce que du coup, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Mais en même temps, c'est hyper enrichissant parce que tu es obligé de prendre en compte, si tu veux, la vie, la vision, la direction que les autres acteurs prennent. Et c'est un espèce de challenge permanent où on est toujours dans cette forme de diplomatie, de dialogue avec les autres acteurs de la communauté éducative pour arriver à notre objectif, encore une fois, qui est que les collégiens aient les meilleurs résultats possibles dans notre département. On a un autre projet en matière de numérique éducatif qui s'appelle Robotique. Et Robotique, l'objet, c'est en fait d'avoir un espèce de concours entre collèges où les collégiens construisent un robot en Lego. Ils codent pour lui faire des tâches spécifiques. Et donc l'idée derrière ce concours-là, c'est de faire ce qu'on appelle la pédagogie de projet. La pédagogie de projet, en fait, ça veut dire qu'on utilise un projet pour favoriser, faciliter les apprentissages
Et typiquement, en robotique, c'est un truc assez ludique qui permet justement de faciliter ces apprentissages-là. Donc, c'est pas simplement construire un robot pour un robot, mais c'est aussi quelles compétences et quelles connaissances je peux acquérir à travers cette démarche-là. On vient de vivre une période compliquée. Beaucoup d'élèves ont dû faire classe à distance. Comment le département a géré cette crise ? Alors, avec le Covid, on a vécu effectivement une période que personne ne s'attendait au fond, que ce soit dans l'éducation ou dans les autres domaines. Je pense d'abord que le Covid, en fait, ça a révélé que notre politique a été assez efficace, en fait, parce qu'on a été assez réactif sur la partie numérique. On s'est rendu compte qu'on avait équipé quand même beaucoup de collégiens, beaucoup d'établissements, qu'on avait une forme de souplesse aussi dans l'utilisation de ces outils-là. Donc, il y a quand même des points très positifs qui sont sortis. Après, ça a aussi mis évidemment en lumière un certain nombre de points d'amélioration sur lesquels il faut qu'on travaille. Alors, il y a des choses qui sont liées au fait qu'on ne s'attendait pas à vivre cette période-là, donc il y a des choses qui n'étaient pas prêtes pour ça. Et on les a corrigées évidemment depuis un an pour remettre un service qui corresponde aux attentes des collégiens et de leurs familles. Et puis on s'est rendu compte aussi qu'il y avait certains points d'amélioration sur l'équipement, notamment je pense aux enfants de l'aide sociale à l'enfance, qui sont de la responsabilité du département et pour lesquels on n'avait pas de politique numérique éducative spécifique. Et donc typiquement, voilà, le Covid, c'est aussi c'était évidemment une période assez compliquée, mais c'est aussi une période où on a vu des opportunités en fait, d'améliorer ce qu'on fait, d'améliorer notre politique. Et typiquement, on a réagi à ce truc-là en disant il faut qu'on construise une politique qui soit plus adaptée, qui réponde à d'autres besoins, ceux qu'on n'avait pas identifiés et qui ont été mis en lumière par le Covid. Aujourd'hui, il y a 50 000 demi-pensionnaires dans le département. Ça fait beaucoup de personnes à nourrir. Comment organisez-vous l'accueil et la restauration de ces élèves ? La restauration scolaire ou la cantine, c'est un moment crucial dans un collège, tout simplement parce que si tu ne manges pas midi, l'après-midi, ça se passe en général assez mal. Notre projet en matière de restauration scolaire, il repose notamment sur un aspect essentiel, c'est qu'on veut avoir des repas de qualité. Et ces repas de qualité, ils passent nécessairement par des produits de qualité. Et c'est pour ça qu'on essaye de favoriser le recours à des produits yvelinois. Notre ambition, c'est qu'en 2025, il y ait un tiers de l'assiette du collégien qui soit composé de produits yvelinois. La restauration scolaire, c'est aussi un sujet qui est très lié à l'environnement et au développement durable, pour plein de raisons, qui se recoupent d'ailleurs avec la question du régime alimentaire. C'est pour ça que tous les jours dans nos collèges, on propose un plat végétarien. Chaque collège peut choisir s'il veut l'utiliser ou pas, il a le choix. Mais en tout cas, chaque jour, dans nos collèges, il y a un plat végétarien qui est proposé. C'est un sujet de développement durable aussi parce que, à travers la lutte contre le gaspillage alimentaire, on réduit notre utilisation de denrées alimentaires. Donc c'est une façon de traiter aussi ce sujet-là. Après, pour pouvoir bénéficier de ce repas de qualité, il faut avoir accès à la cantine. C'est aussi pour ça qu'on a réfléchi sur les tarifs qu'on appliquait pour l'accès à la cantine. Et on a mis en place une tarification qui est progressive en fonction des revenus. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, dans les quartiers les plus défavorisés, les familles et les collégiens s'interdisaient d'aller à la cantine parce que c'était trop cher. Donc aujourd'hui, on a un premier tarif qui est à 1 € et qui facilite l'accès à la cantine pour ces familles-là. Et puis, la cantine ou la restauration scolaire, c'est aussi un levier d'insertion professionnelle, notamment pour les bénéficiaires du RSA, parce qu'en fait, les métiers de la restauration scolaire, c'est des métiers qui sont assez en tension. Et donc, si on a une approche intelligente, si on a une approche logique, on peut former des gens, on peut former des bénéficiaires du RSA pour qu'ils aillent occuper ces postes-là. Et ça peut être aussi une première marche vers d'autres métiers, vers d'autres évolutions professionnelles. Mais en tout cas, on utilise nos collèges comme cette première marche vers une réussite professionnelle. Dans le département des Yvelines, on a un opérateur qui est unique en France, c'est le seul de cette nature-là, qui s'appelle CEMIDI, qui est une société d'économie mixte à opération unique. Et c'est l'opérateur qui se charge de gérer la restauration et le nettoyage dans tous les collèges des Yvelines. Alors, il gère notamment la restauration, mais il gère aussi le nettoyage, et c'est un élément évidemment très important depuis mars 2020 et le début de la pandémie de Covid, parce que c'est CEMIDI en fait, qui a appliqué tous les protocoles sanitaires qui étaient publiés par l'Éducation nationale, et c'est quelque chose qui a plutôt bien marché. Donc concrètement, ça veut dire que c'était eux qui faisaient le ménage, qui nettoyaient les poignées, les points de contact, les interrupteurs, etc. Et donc ils ont participé en fait à la mise en place des protocoles sanitaires et à la réduction du nombre d'établissements ou de classes qui sont fermées, parce que ça fait partie des éléments assez importants dans la gestion du Covid. L'idée peut-être derrière CEMIDI qui est intéressante, c'est qu'on n'a pas voulu uniformiser
notre service, mais on a voulu l'harmoniser. C'est pas tout à fait la même chose au sens où, si tu veux, uniformiser, c'est la même chose pour tout le monde. Harmoniser, c'est on a un socle commun et après, sur la base de ce socle commun, chaque établissement peut, avec ses spécificités, construire une approche un peu différente. Et évidemment, un collège, c'est pas tout à fait le même qu'il soit à Bonnières, à Sartrouville ou à Rambouillet. Le département est aussi présent une fois la journée de collège terminée. Qu'est-ce qui est mis en place pour les élèves en dehors des heures de classe ? C'est une approche globale en fait. Je te disais tout à l'heure, on a tendance parfois à segmenter un petit peu les temps de vie du collégien, c'est-à-dire qu'on pense aux collégiens avant l'école, on pense aux collégiens pendant l'école, on pense aux collégiens après l'école. Nous, notre idée au fond, c'est que le cœur de notre politique, ça va être le collégien, peu importe le moment de sa vie ou de la journée où il est. Et donc, on doit lui offrir pour chaque situation un outil, un dispositif qui permette de répondre à ses besoins. C'est typiquement ce qu'on a essayé de faire en mettant en place depuis septembre 2020 le Pass Plus, qui est en fait un porte-monnaie électronique. Donc, le département met sur ce porte-monnaie 80 € ou 100 € pour les boursiers. Et après, le collégien peut utiliser ce porte-monnaie électronique auprès d'associations culturelles ou sportives pour des activités extrascolaires. L'idée derrière ce truc-là, c'est de dire c'est le collégien qui décide en fait. S'il a envie de faire du foot, il va faire du foot. S'il a envie d'aller au théâtre, il va au théâtre. S'il a envie d'aller au cinéma, il va au cinéma. Et c'est une approche du service public qui est un peu différente de ce qu'on peut connaître traditionnellement, parce que précisément, en fait, elle met l'usager au cœur de la politique. C'est lui qui décide. Donc ça, c'est un élément qui est hyper intéressant. Je peux te parler d'un autre projet aussi qui est en train d'être construit et pour le coup qui répond à la problématique qu'on identifiait tout à l'heure autour des enfants de l'aide sociale à l'enfance. On s'est rendu compte avec le confinement que c'est des enfants qui, d'un point de vue éducatif, d'un point de vue scolaire, rencontraient parfois des difficultés un peu plus fortes que les autres. Et donc, on a conclu de ça qu'il fallait qu'on ait un dispositif qui permette de les accompagner d'un point de vue scolaire. Et un petit peu comme sur toutes nos démarches, on essaie d'avoir des approches qui sont assez locales, en fait, des approches de proximité. Et donc, on a décidé de construire un dispositif de soutien scolaire qui sera assuré par des étudiants de l'enseignement supérieur, donc de la fac ou des IUT, des Yvelines, auprès des enfants de l'aide sociale à l'enfance des Yvelines. Et au fond, ça permet de créer aussi des relations, à la fois humaines évidemment, mais aussi des relations sur des territoires, en fait. Et c'est vraiment important parce que cette logique de proximité-là, elle crée aussi de la confiance, en fait. Elle crée du lien. Et c'est aussi un peu le rôle du département de créer ce lien-là. Et typiquement, on le fait à travers ce dispositif d'aide scolaire, d'aide au soutien éducatif. Quels sont les projets phares du département pour l'éducation de demain ? L'approche du département en matière de pédagogie, elle passe surtout, et voire essentiellement, par le partenariat avec les collèges directement. C'est-à-dire que notre job, au fond, c'est d'offrir ou de mettre à disposition des collèges des outils, des dispositifs, des projets clés en main qui peuvent solliciter en fonction de leur projet d'établissement. Et donc, typiquement, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur des sujets comme l'éloquence, par exemple, comme le développement durable, où on essaye de construire des projets au niveau départemental que chaque collège peut aller piocher s'il en a envie ou pas, en fonction de ses appétences et de son projet. Pour te donner quelques exemples un peu concrets, sur la partie développement durable, il y a des choses qui se font beaucoup depuis 2019, depuis 2020 à peu près. C'est les potagers dans les collèges, les ruches, voire, de façon un petit peu étonnante, peut-être les moutons. Et donc nous, on est en partenariat, on co-construit des projets avec des associations yvelinoises autour de ces sujets-là pour les mettre à disposition des collèges. Et ensuite, les collèges vont piocher ce qu'ils ont envie d'utiliser. Un peu dans le même genre d'idée, dans la même veine, on est en partenariat avec des associations autour de l'éloquence. Et donc notre idée, c'est de faire un espèce de concours d'éloquence, comme on peut voir un petit peu parfois à la télé ou dans certains films, pour permettre justement aux élèves de travailler sur cette question de l'oralité. Et c'est particulièrement important parce qu'en fait, depuis la réforme du bac, cette question de l'oralité, elle a pris une place encore plus importante. Donc on a aussi un rôle à jouer, peut-être de façon un peu indirecte, dans la réussite, dans la construction des collégiens. Et au fond, pour le dire de façon un peu schématique, on ne cherche pas à faire que des bons collégiens ou des bons élèves, on cherche aussi à faire des bons citoyens. Et donc on essaye de croiser un petit peu ces différentes approches pour leur permettre de se construire et au fond d'avoir
une forme de réussite scolaire, évidemment, parce que c'est un peu le cœur de notre métier, mais aussi d'avoir une forme de connaissance du monde, une forme de savoir-être, de savoir-faire, qui en font des bons citoyens. Typiquement, on a un projet qui incarne l'ambition du département. C'est le projet du nouveau collège de Mantes. C'est un projet qu'on a lancé en 2015 et qui, en fait, est un projet, là aussi, assez unique en France, au sens où on a essayé, à travers ce projet, d'intégrer une ambition pédagogique très forte dès la construction du bâtiment, en fait. Et c'est un peu notre projet pilote par rapport aux autres constructions, c'est-à-dire qu'on va en prendre des briques, on est allé très très loin sur ce collège-là, mais on va s'en inspirer pour les autres constructions. C'est un collège qu'on va construire au cœur du Val-Fouré, qui est un quartier assez compliqué de Mantes-la-Jolie. Et donc vraiment, ça incarne l'idée de mettre ce qu'on fait de mieux pour les quartiers les plus défavorisés, vraiment en action, si tu veux. Enfin, c'est la matérialisation de tout ça. Et donc on a un projet pédagogique qui est hyper ambitieux, qui est co-construit avec l'Éducation nationale, autour de 5 axes, que je peux te donner très rapidement, qui sont l'acquisition du socle, la différenciation, l'autonomie, l'utilisation des outils numériques et l'ouverture sur le quartier. Et donc ces 5 axes, en fait, si tu veux, ils innervent complètement tout le projet bâtimentaire. Et je pense qu'un des aspects qui est intéressant, particulièrement intéressant dans ce projet-là, c'est la question de l'ouverture sur le quartier. Parce qu'au fond, le collège, c'est pas juste un bâtiment public qu'on met dans un endroit, c'est un peu un référentiel dans un quartier. Et à partir du moment où on travaille sur l'ouverture sur l'environnement, on permet des interactions entre tout ce qui existe autour du collège, ce qui existe à l'intérieur, les familles, les collégiens, les profs, les associations. Et voilà, on crée une dynamique de territoire qui se met au service à la fois de l'éducation, mais aussi de la réussite du quartier. Et ça, c'est hyper intéressant et c'est quelque chose qu'on essaye de reproduire dans toutes nos approches, dans tous nos établissements, dans toutes les reconstructions qu'on va faire dans les prochaines années. Au département des Yvelines, on a une chance, c'est qu'on a des moyens. On s'est donné des moyens aussi, y compris financiers. Et je te donnais tout à l'heure le montant des investissements qu'on va faire pour la reconstruction des 15 collèges. C'est 500 millions d'euros. Donc c'est quand même assez conséquent. Mais surtout, je crois qu'en fait, sur ces questions d'éducation, ce pas des questions sur lesquelles on fait des économies. Ça ne veut pas dire qu'on dépense de façon irraisonnée. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir des approches qui sont intelligentes pour justement se donner les moyens de réaliser notre ambition. Et je te donne une façon de faire ce truc-là, c'est de dire quand on dépense 1 euro pour une politique ou un public, ça doit servir plusieurs politiques. Et en fait, ça te multiplie tes moyens d'action par 1, 2 ou 3. Concrètement, par exemple, quand je te dis qu'on va essayer de promouvoir les circuits courts, les produits yvelinois dans nos cantines, on fait à la fois de la restauration de qualité et on fait à la fois de l'aide aux agriculteurs yvelinois. Donc, c'est-à-dire que pour 1 euro dépensé, c'est comme si on avait 2 euros dépensés. Et tu multiplies ça par le nombre de projets qu'on a, et à chaque fois, tu rajoutes des dimensions, tu multiplies tes moyens par autant que tu veux, et tu peux faire vraiment des choses hyper intéressantes. Pour finir, peut-être une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui te plaît dans ton métier ? Ce qui me plaît dans mon métier, je te dirais que c'est 2 choses en fait qui sont complètement complémentaires. La première, c'est que je suis vraiment persuadé et convaincu que l'éducation ça fait partie des thématiques les plus importantes. Au fond, tu participes à former des futurs citoyens, à former des futurs adultes. Et participer à cette mission-là, c'est fascinant, c'est passionnant. Et puis, pour le coup, ça a vraiment du sens. Ce qui est complémentaire de ça, en fait, et c'est ce que j'aime aussi dans mon job, c'est que je suis dans une organisation qui me permet de faire beaucoup de choses, en fait. Je suis dans une organisation où on me permet d'être inventif, on me permet d'être créatif, on me permet d'être innovant, on me donne l'opportunité d'être autonome aussi. Et je trouve qu'en fait, typiquement, c'est assez curieux, mais c'est deux choses qui se connectent bien, en fait. Donc c'est un petit peu le mélange de ces 2 aspects-là qui fait qu'aujourd'hui, je m'éclate dans mon job et je suis très heureux de faire ce qu'on fait, de porter les projets qu'on porte et surtout de voir les réalisations concrètes de ce qu'on fait. Toutes les missions qu'on a évoquées, en fait, tu as compris, ça recouvre plein de métiers. Et ces métiers, ils sont tous représentés dans ma direction, qui compte à peu près 25 personnes. Et dans ces métiers, tu as des métiers qui sont très liés à la restauration. Par exemple, si t'es chef de cuisine, par exemple, ou si tu es auditeur de restaurant. C'est des métiers qu'on a dans notre équipe. Si tu es chargé de projet, si tu as envie de
porter des projets éducatifs, tu peux complètement t'éclater dans la direction de l'éducation. Si tes appétences, c'est plutôt les finances, on a aussi des relations sur les dotations financières aux établissements, donc c'est quelque chose que tu peux apporter aussi. Mais ce qui est intéressant, en fait, au-delà de la diversité des métiers qui déjà en soi est super riche, c'est que tous ces métiers-là, en fait, ils interagissent au quotidien. Et tu peux avoir une spécialité, par exemple financière, mais tu la mets au service de l'éducation. Et c'est en fait cette interaction-là qui est hyper intéressante. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin, Émile ? J'espère que tout ce qu'on a raconté, ça vous a intéressé. J'espère que vous y voyez plus clair aussi dans ce que fait le département pour les collégiens du département. Nous, c'est notre quotidien, on est passionnés par ça, on est engagés et on est très fiers de participer à la construction des citoyens de demain. Plus qu'un métier. Merci de nous avoir écoutés, j'espère que ce podcast vous a plu. Plus qu'un métier, c'est tous les mois une nouvelle histoire d'ambition à découvrir. Si vous avez aimé ce premier épisode, abonnez-vous à notre podcast. À bientôt. Plus qu'un métier.